Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici pour vous parler de cartes aléatoires, de croissance et de fragmentation. Et en particulier, en fait, on va s'intéresser à savoir si les cartes aléatoires sont grosses ou pas, larges ou pas, hautes ou pas. Et l'idée, ça va être en quelque sorte d'essayer de vous expliquer en quoi les cartes aléatoires, d'un point de vue un peu combinatoire, aléatoire, peuvent être une motivation pour étudier, introduire des processus stochastiques assez bizarroïdes. Et donc le but, c'est de vous montrer qu'en fait, dans des structures un peu uniformes, se cachent des processus de Lévy, des processus de fragmentation, des processus de croissance-fragmentation. Alors la motivation générale du problème précis dont je vais vous parler, ça peut être expliqué un peu comme ça. Le but, c'est d'étudier une surface aléatoire à travers ces lignes de niveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On a une surface continue, on veut savoir s'il y a un lien avec ces lignes de niveau. Si on a une surface aléatoire, comment définir ces lignes de niveau? Et si je vous donne la collection de ces lignes de niveau, est-ce qu'on peut reconstruire la surface? Donc ça, c'est un problème un peu compliqué dans le continu. C'est pour ça qu'on tacle le problème, on l'attaque, on l'aborde par l'approche discrète. Autrement dit, on sait que pour une très grande famille de cartes, comme Mireille nous l'a expliqué, les limites d'échelle sont connues, c'est la sphère brownienne. Et pour une surface discrète, définir les lignes de niveau ne vont pas trop poser de problème, comme on le verra. Et donc, ici, ce dont je vais vous parler, c'est d'obtenir des limites d'échelle pour les lignes de niveau de surface discrète. Donc une petite simulation. Ici, on a une triangulation aléatoire. Le point racine, le point distingué est ici, et ici je l'ai représenté sous forme de cactus, c'est-à-dire qu'un point plus sa distance de graphe est grande par rapport à la racine, plus il est haut. C'est la représentation en cactus d'une carte. Voilà. Et après, on le coupe à hauteur 0, puis à hauteur 1, puis à hauteur 2, ainsi de suite. Voilà, et on a des différentes familles de cycles, et à la fin on n'a plus rien. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle les lignes de niveau de cette triangulation dans le discret. On coupe à hauteur 0, à hauteur 1, à hauteur 2, ça nous fait une famille de cycles qui évoluent. Et la question c'est comment ça se comporte. Alors pourquoi on s'intéresse à ça? Pourquoi on essaye d'obtenir des limites d'échelle? Quelle est un peu la motivation pour étudier des limites d'échelle d'un point de vue probabiliste, d'un point de vue un peu abstrait, de convergence globale d'objets. Donc imaginons que vous avez une suite d'objets discrets en un certain sens, convergents en un certain sens, vers un objet continu en un certain sens x. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de cette convergence? On peut utiliser cette convergence pour étudier le monde continu. Si une propriété P est vraie dans le monde discret et qu'elle passe à la limite, gratuitement vous obtenez que la limite vérifie cette propriété. Ensuite, vous pouvez passer du continu au discret. Si une certaine propriété est vraie à la limite, qu'elle passe à la limite, alors en un certain sens, pour n assez grand, xn doit à peu près, en un certain sens, vérifier cette propriété. Donc ça permet d'aller du discret au continu au discret. Après, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez utiliser un phénomène d'universalité. C'est-à-dire qu'imaginons que votre but dans la vie, c'est de montrer que xn vérifie une certaine propriété P. Donc votre but, c'est de montrer que xn vérifie une certaine propriété P. Vous allez montrer que xn converge vers x, que yn converge vers x, que yn vérifie la propriété P. Donc vous passez à la limite x vérifie P, et vous revenez ici, xn vérifie P. Donc ça semble peut-être un peu compliqué. Pourquoi pas diantre directement démontrer que xn vérifie P. La raison, c'est que pour un point de vue combinatoire, un point de vue discret, microscopique, xn peut être très compliqué à étudier. On n'a peut-être pas de formule explicite, mais si vous modifiez un tout petit peu xn, vous obtenez yn. À la limite, les grandes propriétés à grande échelle ne changent pas, mais d'un point de vue combinatoire, avec cette petite modification microscopique, yn peut être beaucoup plus facile à étudier. Donc c'est un peu ça l'intérêt, entre autres, d'avoir de l'universalité. Mais ici, les objets sont aléatoires, donc comment parler de convergence d'objets aléatoires? Alors déjà, tous les objets, quand on va parler de convergence, vivent dans un même espace. Ça va être un certain espace métrique. Et pour des variables aléatoires à valeur dans cet espace, on a la notion de convergence en loi. Une suite de variables aléatoires xn converge en loi vers x, si pour toute fonction continue bornée f de z dans R, espérance de f de xn converge vers espérance de f de x.
Donc intuitivement, vous pouvez voir cette convergence un peu comme une convergence abstraite, et vous la voyez à travers le prisme d'observables qui sont des fonctionnels f continus bornés. Donc f de xn, si vous voulez, c'est une sorte de mesure sur xn qui vous renvoie un nombre réel, et xn converge vers x en loi si espérance de f de xn converge vers espérance de f de x. Donc ça, c'est utile pour démontrer des convergences, mais aussi si vous avez démontré une convergence abstraite, et ben vous allez avoir plein d'informations concrètes en choisissant des fonctionnels f bien adaptés. Donc ça, c'est un peu la motivation de pourquoi les probabilistes s'intéressent à ce genre de convergence abstraite en loi dans des espaces un peu généraux. Voilà. Donc pour vous parler de croissance-fragmentation de cartes aléatoires, je vais d'abord vous parler de fragmentation d'arbres. Alors prenez votre arbre préféré, donc celui-là. Ça c'est le mien, il est enraciné, il y a la racine qui est ici, et maintenant vous allez lancer un feu, parce que je suis aussi un peu pyromane, donc vous allumez ici le feu, et vous regardez comment le feu se propage dans l'arbre. Donc autrement dit, h égale 0, il ne se passe rien, à h égale 1, la racine a brûlé, vous l'enlevez, vous obtenez 4 composantes connexes, et vous continuez, le feu se propage à vitesse unité dans l'arbre. Voilà, vous avez de moins en moins de sommets, le nombre de composantes connexes évolue, vous avez une fragmentation de votre arbre, h égale 7, ça veut dire que je ne garde que les sommets à distance au moins 7 du sommet racine. Voilà. Et ici, h égale 9, il ne nous reste plus que 2 composantes connexes qui sont de taille 1 chacune, et h égale 10, il n'y a plus rien. Et il se trouve que, ici, ça c'est un processus déterministe. À partir d'un arbre, vous construisez ce processus de fragmentation. Et il se trouve que quand vous prenez un arbre aléatoire, vous allez avoir un processus aléatoire qui va décrire la taille des composantes au fur et à mesure que h croît. Et c'est un processus qui a des propriétés très intéressantes, comme on va le voir. Alors, qui dit arbre aléatoire dit une certaine famille d'arbres aléatoires. Quel arbre aléatoire on prend? Donc pour commencer, on peut prendre un arbre grand, choisi uniformément au hasard parmi tous les arbres. C'est sa mesure uniforme que Mireille a évoquée dans les cartes aléatoires quand on commence à les étudier. Alors, donc j'ai mis dans un sac tous les arbres uniformes à 10 000 sommets. Voilà, avec ma main innocente, j'ai pris un arbre dans le sac. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc première possibilité, ça. Deuxième possibilité, ça. Troisième possibilité, quatrième possibilité. Donc un indice, ils ont tous 10 000 sommets. Donc tous ces arbres sont dans mon sac. Donc je peux les tirer. Et la question, c'est de manière typique, à quoi ça ressemble. Donc là, c'est à vous de travailler. Il faut aller sur wooklab.com et il faut voter. Et si vous n'êtes pas encore accro à votre smartphone, on peut faire un vote à main levée aussi. Comme ça, voilà, on fait un vote inclusif. Ça marche pas? Ah. Ça marche pas? Ah, c'est parce que j'ai mal écrit Tixon? Oups. Ah ouais, mince, j'ai mis avec un S. Ouh là là, bah voilà. Alors, j'ai mal orthographié Tixon. Parce que c'est avec un Z, non? C'est ITZ. Ah ouais, mince. Bon, bah... Alors, je vais quand même partager. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Voilà, il faut utiliser ce code-là qui n'a rien à voir avec Monsieur Tixon. Oui, oui, là on voit... Et après, on verra le dévoilement des résultats en direct. Oui, on va voter. Ah oui, alors oui, faisons le vote. Alors, qui vote? Ah oui, vous pouvez. Vous avez 2 mains, 2 pieds, donc.
Alors, donc, qui vote résultat 1? Mais vous n'avez pas le droit de voter 2 fois. Donc, c'est soit vous votez sur votre smartphone, ordinateur, mais voilà. Donc, qui vote résultat 1? Résultat 2? Résultat 3? Ah, il y en a beaucoup, d'accord. 3, beaucoup. 4? D'accord. Et voyons voir là. Alors. 3 écrasante majorité. Donc effectivement, le résultat de ma simulation, c'était le dessin 3. En fait, les 4 résultats représentent une famille intéressante d'arbres aléatoires à n sommets, et c'est le comportement typique pour cette famille. Ça, c'est un cas en fait sous-critique où il y a condensation. Ça, c'est un cas stable, un peu relié à ces cartes stables mentionnées par Mireille où il y a des gros degrés. Ça va être un arbre c'est quoi, récursif, attachement préférentiel, je pense. Et ça, c'est effectivement un arbre uniforme. Voilà, revenons à nos moutons. Très bien, donc prenons ce grand arbre qui ressemble vaguement à ce qu'on a vu juste avant, ici avec un peu moins de sommet, 5000, et faisons la fragmentation. Donc là, vous voyez que le nombre de composantes connexes évolue, leur taille évolue. Les tailles des composantes connexes ne font que décroître. Et donc, on se demande naturellement, quand n tend vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut décrire cette fragmentation quand n grandit? Est-ce qu'on peut avoir un théorème limite pour cette fragmentation dans le sens que j'ai évoqué tout à l'heure? Pour ça, en fait, il se trouve que dans ce cas précis, l'objet limite pour les arbres est connu. Ces arbres uniformes convenablement renormalisés vont converger vers ce qui s'appelle l'arbre brownien, qui est un arbre limite continu, que je vais décrire. Et il y a une manière assez simple de représenter la fragmentation que j'ai évoquée ici, directement sur l'arbre brownien. Et pour ça, une bonne manière de voir les choses, c'est de coder les arbres par des fonctions, par la fonction de contour que Mireille a évoquée. Donc comment on fait? Vous avez cet arbre planaire enraciné, vous avez une racine, planaire au sens où il y a un ordre parmi les enfants de tous les sommets, et vous prenez votre animal préféré, donc moi c'est le capybara, vous le mettez à la racine, et vous lui apprenez bien sagement à faire le tour de l'arbre à vitesse unité. Donc, il va faire le tour comme ça, et vous regardez, quand le temps augmente, la hauteur du capybara dans l'arbre. Là, il n'est pas très bien discipliné. Après, vous vous débarrassez de l'animal, il n'y en a plus besoin. Donc vous avez la fonction de contour de l'arbre. Et l'avantage de ce codage, c'est qu'il est bijectif. Si vous avez la fonction de contour de l'arbre, c'est très simple de retrouver l'arbre. Vous voyez ça comme une feuille de papier, vous mettez de la colle en dessous et vous faites comme ça. Et pour un grand arbre planaire uniforme, Aldous a entre autres démontré que sa fonction de contour renormalisée en temps et en espace convenablement. Donc ici par un facteur 2n. Alors pourquoi 2n? Si vous avez un arbre avec n sommets, il a n-1 arête. Votre animal traverse chaque arête 2 fois. Donc 2n, c'est en gros le temps mis par l'animal pour faire le tour de l'arbre, ce qui explique la normalisation en 2n. Et le facteur racine de n, essentiellement, provient du théorème central limite, qui vous dit qu'une marche aléatoire centrée de variance finie, en n pas, va en gros à distance typiquement racine de n. Et Aldous a démontré qu'on a une convergence en loi, donc au sens probabiliste, dans un espace métrique qui est ici celui des fonctions continues de 0,1 dans R. Et quelle est cette limite? C'est l'excursion brownienne. C'est informellement le mouvement brownien conditionné à revenir en 0 à l'instant 1 et à rester positif avant. Donc bien sûr, c'est un événement de probabilité nulle, donc c'est pas évident de donner un sens à ça, mais on peut tout à fait le faire. Voilà. Et l'arbre brownien, qui est la limite convenablement renormalisée de ces Tn, qu'est-ce que c'est? Vous voyez cette feuille, cette excursion comme une feuille de papier, vous mettez de la colle en dessous,
vous faites comme ça et vous obtenez l'arbre brownien. Et dans cette représentation de l'arbre brownien comme codé par l'excursion brownienne, le processus de fragmentation se décrit très simplement. Donc ici, voilà l'excursion brownienne, ou du moins son approximation par un arbre de taille 5236. Donc vous augmentez la hauteur, c'est-à-dire le rayon par rapport à la racine. La racine, elle est là. Donc vous allez augmenter une ligne horizontale, et vous allez garder que les excursions au-dessus de cette ligne. Voilà, donc ça vous définit, à partir de l'excursion brownienne, un processus très simple. À partir de l'excursion brownienne, vous allez faire croître l'altitude et vous regardez les excursions au-dessus de ce niveau-là. Et les masses, les tailles des composantes, qu'est-ce que c'est? D'après le codage, c'est juste les longueurs des excursions. Donc mathématiquement, cette fragmentation peut être décrite comme suit. On regarde, lorsque T augmente, les tailles des composantes connexes de l'ensemble des S dans 0,1, tels que E de S et O moins T. Et c'est un processus stochastique, donc c'est-à-dire une variable aléatoire dans un espace fonctionnel. Et à chaque instant, qu'est-ce qu'on a? On observe les masses des composantes, ici rangées dans l'ordre décroissant, et la somme fait O plus 1. Parce qu'on est parti de quelque chose de masse 1, et on le fragmente. Ici, j'attire votre attention sur le fait que les masses ne font que décroître. Voilà. Et il se trouve que c'est au sens de Bertoin qui a défini la notion de fragmentation autosimilaire markovienne au début des années 2000, au sens où c'est un processus de Markov, le futur ne dépend du passé que par le présent. Il y a une propriété de autosimilarité, comme le mouvement brownien qui est un demi autosimilaire. Et voilà, c'est une fragmentation, c'est à valeur dans cet espace-là. Et donc ça décrit l'évolution d'une masse qui se fragmente au fur et à mesure du temps. Et donc le fait que ce soit une fragmentation markovienne autosimilaire, ça dit essentiellement que les fragments après vont se fragmenter de manière indépendante, et le taux dépend de leur masse à une certaine puissance. Et cette puissance, c'est ce qu'on appelle l'indice de la fragmentation. Voilà, et on peut démontrer que dans le cas de ce mouvement, cette fragmentation de l'arbre brownien, cette fragmentation est caractérisée par trois choses. Il n'y a pas d'érosion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de masse continue. La masse ne se perd que par dislocation, que par fragmentation. L'indice de similarité est moins 1,5. Ok, pourquoi pas. Et la mesure de dislocation qui dit, quand il y a une fragmentation, comment les deux masses sont. Il y a une mesure de dislocation qui est explicite, et donc ça, informellement, ça vous décrit, quand vous avez une masse qui se fragmente, une masse de taille 1 qui se fragmente, quel est le plus gros fragment S1, quel est le plus petit fragment S2, c'est aléatoire, et la loi, entre guillemets, du plus grand fragment, c'est ça. Voilà, donc quand j'ai dit la loi, donc il faut faire un peu attention, ça vous définit quelque chose de masse totale infinie. Donc ça dit essentiellement que vous allez avoir une infinité de fragmentation sur n'importe quel intervalle de temps. Et donc vous avez le nombre les endroits où se passent des fragmentations est dense, et donc il y en a vraiment tout partout. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails des fragmentations autosimilaires markoviennes, mais essentiellement, Jean Bertoin a démontré qu'une fragmentation autosimilaire markovienne est caractérisée par trois choses, le coefficient d'érosion, l'indice de self-similarité et la mesure de dislocation. Donc là, on connaît précisément la structure de la fragmentation de l'arbre brownien quand la hauteur croît. Voilà. Et aussi, en quelque sorte réciproquement, c'est des travaux de Bénédicte Haas, Grégory Mermon, et après, dans un cadre un peu plus général, de Robin Stephenson. Si je vous donne une fragmentation markovienne autosimilaire,
avec certaines hypothèses que je mets un peu sous le tapis, typiquement indice négatif. Donc ça vous dit, ça vous donne juste l'évolution des tailles des composantes connexes. Est-ce qu'il existe un arbre sous-jacent, tel que si on le fragmente de cette manière, en loi on obtient cette fragmentation markovienne autosimilaire? La réponse c'est oui. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait indice négatif? En quelque sorte, indice négatif, ça veut dire que plus vous avez une masse petite, plus vous allez la fragmenter encore vite. C'est-à-dire que vous prenez votre marteau, vous tapez sur une pierre, et quand vous voyez des petits fragments, ça vous énerve, donc vous tapez encore plus vite sur les petits fragments, ce qui explique pourquoi, en fait, vous n'avez pas toujours une somme des masses égale à 1. Il y a les petits fragments, vous allez fragmenter encore plus vite, vous allez les réduire en poussière en temps fini. Voilà, donc ça c'est pour donner un peu d'intuition sur ce qui va suivre plus tard. Est-ce que c'est juste le signe de ton exposant de similarité qui donne l'existence du phénomène que tu décris? C'est ça. Si c'était positif, il n'y aurait pas de perte de masse. J'imagine, ça je ne sais pas si c'est nécessaire et suffisant. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Donc ça, c'est dans le cas des arbres. Ici, on ne fait que perdre de la masse. C'est un peu intrinsèque au modèle. Maintenant, pour les cartes aléatoires, le modèle auquel on s'est intéressé avec Jean Berthoin, Timothy Budd et Nicolas Curien, c'est des triangulations à bord, et plus généralement des cartes à bord. Donc de quoi s'agit-il? On prend une triangulation à bord, donc toutes les faces sont des triangles, sauf éventuellement la face immédiatement à droite de la racine, qui peut avoir n'importe quel degré. Donc qu'on appelle la face externe. Et ici, on a donc deux sommets internes qui ne sont pas adjacentes à la face externe. Et ici, on va appeler une triangulation du pégone, c'est une triangulation dont le bord est simple. Donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... par exemple, cette face-là n'est pas simple. Celle-là est simple. Donc on n'a que des faces simples et sa longueur c'est P. Voilà, ici c'est une triangulation du quatrigone avec deux sommets internes. Donc nous on va prendre des triangulations aléatoires, des triangulations du pégone aléatoire. Quelle mesure de probabilité va-t-on prendre? Naturellement, on a envie de prendre la mesure uniforme. Bon, là, il y en a une infinité. Donc on va prendre naturellement la mesure de Boltzmann que Mireille a présentée ce matin. Donc plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler TNP l'ensemble des triangulations du pégone avec n sommets internes. Il se trouve que c'est explicite, ce cardinal est explicite, qui se comporte comme ça lorsque P est fixé n tend vers l'infini. Donc on a un rayon de convergence explicite de cette série entière à P fixé. On définit cette quantité, qui est la valeur de cette série au rayon de convergence qui est fini. Ici on a un exposant moins 5,5. Et on va prendre une triangulation du pégone uniformément au hasard, suivant 7 mesures de probabilité. C'est une mesure de Boltzmann. On a une certaine constante puissance, le nombre de sommets internes, qui dépend de P, puisqu'on a fixé le pégone. Voilà. Et on prend ici 12 racines de 3 pour être dans ce qui s'appelle le régime critique. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce modèle qu'on va saucissonner en tranches? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà une petite simulation d'une triangulation du 9 gone. Ici, il y a la face externe là en rouge ici. Et ça, c'est la même qui est représentée de deux manières différentes. Ici, un peu en 3D. Et ici, dans la représentation cactus, où chaque sommet a une altitude qui dépend de sa distance au bord. Voilà. Et donc, les lignes de niveau sont obtenues. Ici, je fais un dessin un peu informel. Après, il y aura une définition précise.
Donc vous prenez TP, une triangulation de Boltzmann du P-gone, vous voyez P grand, donc ici vous avez un gros bord, et vous regardez la boule de rayon R, c'est-à-dire l'ensemble des sommets ou des faces qui ont un sommet à distance O plus R du bord. Hop. Et vous avez ici des cycles séparants. Et vous regardez leur longueur. Donc ça c'est un peu l'équivalent, en quelque sorte, de cette fragmentation par hauteur de l'arbre brownien. Ici, vous avez une carte en forme de cactus, et vous la coupez à une certaine hauteur, mais vous ne regardez pas la masse des composantes au-dessus, vous regardez les périmètres. Et le but, c'est d'obtenir un théorème limite sur ce processus d'évolution des longueurs des cycles, lorsque P tend vers l'infini, lorsque le périmètre devient de plus en plus grand, le périmètre de la face externe. Est-ce qu'elle dépend vraiment de P, finalement, la triangulation, quand on a beaucoup de triangles? Alors, oui, alors, donc, la question, c'est est-ce que, finalement, quand P est très très grand, est-ce que la triangulation dépend vraiment de P, c'est ça? C'est pas P qui est très grand pour moi, c'est le nombre de triangles dans la triangulation. Tout à fait. Effectivement, en fait, c'est une manière assez simple, finalement, de rendre la triangulation très grande. On pourrait dire, je prends une triangulation, pas à bord, avec n triangles, et je fais tendre n vers l'infini. Donc ça, on pourrait faire ça. La difficulté, c'est qu'ici, on commencerait en quelque sorte d'une particule avec un cycle de taille 0. Ce qui est plus compliqué, beaucoup plus compliqué à étudier. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le périmètre qui est très très grand, qui est P, on prend une triangulation de Boltzmann, et ce qui fait que, comme P est grand, en fait, la taille de la triangulation va être aussi très grande. On connaît, en gros, on a un théorème limite sur le nombre de triangles pour TP. Ça tend vers l'infini avec P. D'accord. Igor? Oui. Et donc en particulier pour P fixé, la taille moyenne, elle est bornée. Oui, en fait, oui, voilà. En fait, ça va être P carré, je crois. Hein. Ouais. Donc, en gros, il va y avoir P carré triangle là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Et donc, nous, on fait ça pour cette triangulation à bord dans le discret. Et dans le continu, c'est un peu réminiscent aux travaux de Miller-Sheffield sur la carte brownienne. C'est le breadth first search, le parcours en largeur de la carte brownienne. Et c'est des choses que je connais beaucoup moins bien. Donc maintenant, une petite simulation, la même simulation qu'avant. Voilà, ici on augmente la distance à la racine, on regarde l'évolution de la taille des cycles. Et là, en fait, c'est pas exactement le modèle que je vous ai décrit, parce que ici on part juste d'un point. Ici, j'ai pas de triangulation à bord. Ici, en fait, j'ai juste pris une grande carte, relativement grande, mais pas à bord. Et vous voyez qu'ici, la différence, c'est qu'on part juste d'un sommet. Voilà. Donc maintenant, quelque chose d'un peu plus précis. Voilà. Donc on appelle LP de R la longueur des cycles de la boule de rayon R de cette triangulation à bord de bord P. On les range dans l'ordre décroissant. Et alors on a un théorème limite lorsqu'on renormalise en temps et en espace. Voilà. Donc je vais préciser un peu ce dont il s'agit. Ici, on renormalise en espace par P, ce qui est assez naturel, puisqu'on part d'une particule, d'un cycle, d'un bord de taille P. Donc on renormalise tout par P, et à la limite, on va avoir quelque chose qui commence avec une particule de masse 1. Et ici, on obtient un facteur racine de P, ce qui indique qu'en gros, la hauteur typique
finalement de cette carte TP, c'est racine de P. Voilà. Donc là, on est dans un cadre brownien. Les distances sont d'ordre racine de P. C'est pour ça qu'il y a en gros environ P carré au sommet. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient un processus stochastique, un peu comme dans le cas de la fragmentation de l'arbre brownien, mais ce n'est plus un processus de fragmentation, pardon, c'est un processus de croissance-fragmentation, parce que les cycles peuvent éventuellement croître. Donc ça, c'est quelque chose qui a été introduit récemment par Jean Bertrand. Et donc je vais expliquer comment ce truc-là est construit. Voilà. Et en fait, toute cette histoire de couper des cartes à hauteur fixée et puis regarder l'évolution des tailles, c'était aussi une des motivations pour l'étude de cette classe de processus et pour développer la théorie de ces croissance-fragmentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croissance-fragmentation? Comment on la construit? Comment elle est définie? Alors, on part de l'évolution de la taille d'une particule. Donc, dans un cadre probabiliste, on a un processus de Markov qui vérifie la propriété de Markov, autosimilaire, qui vérifie une propriété d'autosimilarité. Voilà, par exemple, vous prenez le mouvement brownien partant de 1, arrêté à la première fois qu'il touche 0, par exemple. Mais ici, on est dans un cadre où il y a des sauts. Donc ici, on suppose que les sauts ne sont, dans ce cadre-là, que négatifs. Et quand vous avez un saut, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un saut comme une division. Ça, c'est la taille de votre particule. Et des fois, il y a des sauts négatifs. Elle perd de la masse. Et quand elle fait un saut négatif de taille moins y, on interprète ça comme une fragmentation. Il y a une nouvelle particule de taille y qui est née. Donc les sauts négatifs correspondent à de la fragmentation, mais votre processus peut croître, ce qui correspond au fait que vous pouvez gagner de la masse. Et après la division, les tailles des cellules enfants évoluent indépendamment ayant la même loi que votre processus initial partant de Y qui a la taille juste après fragmentation. Voilà. Et ainsi de suite. Donc si vous voulez, là j'ai dit que c'était une vision généalogique, parce que voilà, vous suivez la taille d'une particule, elle a des sauts négatifs. Ces sauts négatifs donnent naissance à des nouvelles particules qui peuvent être vues comme des particules à la génération 1, et ainsi de suite. Voilà. Et sous certaines conditions, Jean Bertrand a démontré qu'en fait, pour tout T, vous pouvez ordonner dans l'ordre décroissant la famille des tailles des particules au temps T. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ne pourrait pas peut-être ranger dans l'ordre décroissant les tailles des particules? Parce qu'il pourrait y avoir une explosion. Il pourrait y avoir plein de particules de taille autour de 1, autour de 1,5, autour de n'importe quel point, et vous ne pourriez pas juste les ranger dans l'ordre décroissant. Donc ça vous dit essentiellement qu'on connaît des conditions pour que votre processus n'explose pas. Voilà, et donc ça vous donne une vision temporelle, c'est-à-dire qu'à l'instant t, donc ça c'est une vision généalogique, et là on a une vision temporelle. Maintenant on fixe un temps t, et à l'instant t on regarde l'ensemble de toutes particules qui sont là, qui vivent à l'instant t. Ça peut être génération 0, génération 1, plein de générations possibles, et vous regardez leur taille. Et donc ça représente l'évolution d'une famille de particules qui se fragmentent, mais qui peuvent aussi croître. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc voilà une petite simulation artistique par Nicolas Curien.
d'un processus de croissance-fragmentation. Ici, on est parti d'une particule qui évolue temporellement, qui se fragmente, et les tailles sont fonction de la couleur. Les couleurs sont proportion de la taille. Les couleurs sont fonction de la taille. Voilà. Et donc, comment on démontre ça? Comment on arrive finalement à démontrer ce résultat limite? Dans le cas de la fragmentation de l'arbre brownien, en gros, le truc qui est très utile, c'est ce codage par la fonction de contour. Ici, on n'a pas de codage comme ça. Donc, on utilise un processus d'épluchage pour étudier ça. Donc, je vais expliquer ce dont il s'agit. Comme on a vu ce matin, il y a plein de techniques différentes qui existent pour étudier les cartes aléatoires, les techniques bijectives, les techniques de comptage, et un peu, des fois un peu entre les deux, la technique de peeling, d'épluchage, qui est une manière markovienne d'explorer des cartes aléatoires. Alors, je vais expliquer ce dont il s'agit. Donc, imaginez que demain matin, vous vous réveillez dans cette pièce. Voilà, vous avez 4 murs. Chaque mur a une porte. Et votre but, c'est de savoir où est-ce que vous êtes réveillé, qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Donc, vous choisissez une des portes, vous l'explorez, par exemple celle-là. Et là, quand vous l'ouvrez, l'information que vous avez, c'est la face que vous avez à côté. Et, par exemple là, si vous avez ici, hop, si le nouveau sommet que vous avez exploré, vous l'avez déjà vu ou pas. Ici, quand vous avez exploré ici, vous avez une nouvelle face et un nouveau sommet. Quand vous avez exploré cette porte, vous avez, ce sommet existe déjà. Et il vous reste plus que ces deux territoires inconnus. Voilà. Donc, vous dites, je continue. Là, j'ai 3 possibilités. Par exemple, je prends celle-là. Hop, j'explore. Ah, le nouveau sommet, je l'ai déjà vu. Donc maintenant, j'ai 3 zones inconnues que je vais explorer. Hop, là j'explore ça. Ah en fait, je retombe sur une zone que j'ai déjà explorée. Donc ça m'enlève une zone inconnue. Donc ça, et ça, vous le faites en utilisant un certain algorithme déterministe A. Donc vous n'avez évidemment pas le droit de voir le futur pour explorer votre territoire inconnu. Vous avez le droit d'utiliser tout ce que vous avez déjà vu avant pour décider d'une stratégie. Ça, c'est ce qui s'appelle un algorithme d'épluchage. Donc, si la carte est infinie, vous aurez toujours des zones inconnues. Si elle est finie, à un moment, vous finirez de tout explorer. Donc, une manière de faire pour explorer la carte suivant un algorithme naturel, c'est de dire, quand vous avez plusieurs zones inconnues, je vais explorer la zone où il y a le plus d'inconnus. C'est ce qui s'appelle suivre le cycle qui est localement le plus grand. Donc ici, vous avez juste une zone inconnue. Donc prenons au pif, par exemple, cette arête-là. On explore. Vous avez encore juste cette frontière inconnue. On explore. Ah, là maintenant, vous avez 2 régions inconnues. Celle-là, celle-là. Celle-là est la périmètre 3. Celle-là est la périmètre 3 aussi. Vous en prenez ici, vous faites un choix. Oui. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui se passe si la carte est infinie? En quel sens? Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a une dynamique, quelque chose? En fait, disons, ça dépend de l'algorithme d'épluchage. C'est-à-dire que vous pouvez dire à chaque fois, je vais éplucher, par exemple, une arête uniformément au hasard, ou je vais aller là où il y a le cycle toujours le plus grand. Ça vous définit différentes explorations, du coup, qui vont avoir des comportements différents. Mais bon, à la fin, vous explorez toujours la même carte. Je sais pas si ça répond un peu à la question.
Ok. Donc je recommence sur l'exploration suivant le cycle localement le plus grand. Donc ici, vous avez un cycle, vous prenez un sommet, une arête au pif, vous l'explorez. Et là, vous suivez l'évolution de cette frontière suivant laquelle vous explorez. Donc, au début, vous aviez une frontière 4, là, vous avez une frontière 5. Là, on épluche ici. Là, vous avez deux frontières de taille 3. Donc là, on suit toujours la frontière qui est localement la plus grande. Bon, ici, celle-là est de taille 3, celle-là de taille 3. Donc là, j'en choisis... Alors, je vais y arriver. Vous en choisissez une au pif. Quand il y a égalité, vous lancez une pièce, pas de problème. Hop. Et ici, vous voyez qu'en épluchant ici, vous avez créé ici une frontière inconnue de taille 3, et ici, vous avez une frontière inconnue de taille 1. Donc, ce que cet algorithme fait, vous continuez d'explorer suivant la frontière la plus grande. Donc, vous continuez d'explorer ici. Hop. Ici, vous avez créé quelque chose d'inconnu de taille 2, quelque chose d'inconnu de taille 2. Donc, vous lancez une pièce. Hop. Et là, vous avez fini votre exploration. Igor, oui. Il nous en restait une zone inconnue de taille 3 et on n'est pas allé la voir. Non. C'est vrai que ce que j'ai dit au tout début, c'était un peu imprécis. On ne suit pas le cycle le plus grand, on suit le cycle qui est localement le plus grand. C'est-à-dire que si à un moment, vous avez un cycle de taille 2, mais qu'avant, dans votre exploration, vous aviez un cycle de taille 3, c'est pas grave. Une fois que vous êtes rentré dans une zone, vous n'en sortez pas. C'est pour ça que, ouais, on suit localement le plus grand. Si vous voulez, pour prendre l'analogie avec la fragmentation de l'arbre, quand vous augmentez les hauteurs, quand vous avez un fragment qui se fragmente, vous vous intéressez que au fragment le plus grand, quand il y a deux fragments qui se fragmentent. Donc ça vous donne, si vous voulez, une manière canonique de suivre un fragment. Et le point clé, c'est qu'en utilisant le fait que les formules énumératives sont explicites, on obtient une chaîne de Markov sur les entiers qui commence à P, qui est absorbée à 0 avec des transitions explicites. Et d'après la propriété de Markov spatiale, toutes les petites choses là qu'il faut mettre dans les régions inconnues, c'est des triangulations de Boltzmann indépendantes, conditionnellement à leur bord. Et donc ça nous permet de démontrer un théorème limite sur un fragment marqué, qui est la longueur de ce fragment lorsqu'on suit le cycle localement le plus grand. Et ici, donc ça, c'est pour une convergence pour des choses à valeur réelle. Là, on retrouve le 1 sur P et on retrouve le racine de P. Voilà. Et ce processus-là, c'est quelque chose de tout à fait explicite. C'est un processus de Markov qui va partir de 1, qui est autosimilaire et qui a aussi un indice de self-similarité. Et comme tout est explicite, on arrive à le caractériser explicitement. Donc là, je ne vais pas rentrer, disons, vraiment dans les détails probabilistes, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a des processus stochastiques assez amusants qui arrivent naturellement dans ces cartes aléatoires. En fait, ce processus X qui décrit donc, à la limite, la taille du fragment obtenu en suivant le cycle localement le plus grand, c'est essentiellement une exponentielle d'un processus de Lévy avec un exposant explicite. Et ici, à la place du moins 3,5 qu'il y avait dans le cas des arbres, on tombe sur un moins 5,5. Et donc ça dit essentiellement ce qui se passe le long d'un fragment à la génération 0. Et après, il faut regarder ce qui se passe dans les zones qu'on n'a pas encore explorées. Donc en mettant tout ensemble, donc il y a pas mal de boulot, on arrive à obtenir un théorème limite pour un processus, non pas à valeur dans R, mais à valeur
dans un espace de suite, qui décrit vraiment cette sorte de processus de ligne de niveau pour quelque chose à la limite. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que en fait la loi X là que j'ai cet exposant explicite qui décrit la loi du fragment obtenu suivant l'algorithme suivre localement le plus grand. En fait, ça caractérise pas la loi du processus de croissance-fragmentation. Parce que comme je disais tout à l'heure, si vous prenez un autre algorithme d'exploration, vous allez avoir le fragment que vous suivez qui va avoir une autre loi, mais à la fin, vous explorez la même carte. Donc il y a plein de différents algorithmes qui vont vous donner des théorèmes limites pour la cellule souche, en quelque sorte, dont les limites vont être différentes, mais à la fin, ça doit coder le même objet, parce que vous explorez la même carte. Et Quan Shi a essentiellement démontré, en quelque sorte dans le continu, qu'est-ce que ça veut dire choisir un autre algorithme d'exploration d'épluchage pour une même exploration, pour un même processus de croissance-fragmentation. Et donc, en fait, il a démontré que ce qui caractérise la loi d'un processus de croissance-fragmentation, c'est pas la loi d'une cellule souche, c'est pas la loi de l'évolution des tailles suivant un algorithme d'exploration précis, mais c'est cet exposant kappa qui est obtenu comme ça. Voilà. Et donc dans notre cas, en fait, l'exposant kappa, donc c'est pour ça que je vous mentionne ce kappa, c'est juste pour vous dire que dans notre cas, ce kappa est tout à fait explicite, c'est un ratio de fonction gamma. Voilà. Donc la croissance-fragmentation qui arrive pour des grandes triangulations à bord a un exposant kappa tout à fait explicite. Ça veut dire quelque chose quand il est négatif, kappa ? Alors, ce qui veut dire quelque chose, c'est surtout quand il est égal à 0. En fait, ouais, ça va être lié au fait qu'il y a des choses qui vont être des sur-martingales, sous-martingales. Et du coup, quand il est égal à 0, ça permet précisément de définir des martingales de manière très réminiscente à ce qui se passe pour des processus de branchement. Donc, on va avoir différents types de martingales qui peuvent en particulier permettre d'étudier des fonctionnelles additives via des formules de type many-to-one. Ça, c'est pour les personnes qui connaissent les processus de branchement. Oui. Vous avez terminé ? Oui. C'est quoi l'intuition derrière On peut revenir à la slide. Le kappa ? Non, l'exposant de la place. La mesure de Lévy. Oui, en fait, ça vous dit en quelque sorte, c'est un peu l'équivalent de quand il y a, pour l'arbre brownien, quand il y a une fragmentation, j'avais le nu de dx qui était 1 sur racine de x cube 1 moins x cube. Ça disait en gros quand il y a un fragment qui se fragmente, quelles sont les tailles des deux sous-fragments. Ici, ça vous dit quand il y a un saut pour le processus de Lévy, quelle est la loi entre guillemets du saut. Donc ça vous décrit en fait pour un processus de Lévy, c'est la mesure d'intensité des sauts, ça vous décrit la structure de ces sauts. Donc c'est un truc, c'est relatif à la mesure de Lévy. C'est ça. Pour un processus de Lévy, tout à fait. Voilà, en fait tout ça c'est un peu ces histoires de caractérisation, c'est par exemple si on veut savoir, donc pour des marches aléatoires, on sait que des marches aléatoires centrées de variance finie, il y a le théorème central limite qui existe. L'équivalent fonctionnel du théorème central limite, ça va être la convergence vers le mouvement brownien. Quand on prend les marches aléatoires centrées de variance finie convenablement normalisées, on va avoir convergence vers le mouvement brownien. Et on peut se demander qu'est-ce qui se passe si on enlève l'hypothèse variance finie. Et donc là, on va avoir des processus stables qui apparaissent, des processus de Lévy. Et on sait aussi qu'un processus de Lévy est caractérisé par 3 quantités. Donc tout ça, c'est un peu réminiscent au fait que quand on a un processus stochastique,
qui vérifie certaines propriétés, est-ce qu'on peut le caractériser? Est-ce qu'il y a des objets, des constantes, des mesures, des choses qui le caractérisent, qui permettent de caractériser la loi? Voilà. Et donc ici, pour un processus de croissance-fragmentation, ici on va voir l'exposant kappa. Et l'indice de self-similarité, comme pour les fragmentations autosimilaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Voilà. Et donc aussi, ces martingales permettent de définir de donner un sens à la notion de fragment marqué et de suivre la taille d'un fragment marqué. Intuitivement, ça dit juste, dans votre grande carte à bord, vous choisissez un point uniformément au hasard et vous regardez, quand les hauteurs augmentent, la taille du cycle à hauteur R qui sépare ce point marqué du bord. Voilà. Et donc, en fait, c'est tout à fait explicite. Il se trouve que dans ce modèle-là, si vous prenez un point uniforme dans votre carte et que vous regardez quand l'évolution du fragment, c'est-à-dire l'évolution du cycle séparant la racine de votre point uniforme à hauteur R, en fait, c'est un processus spectralement négatif, 3 demi-stables, conditionné à mourir en zéro continuellement. Donc il y a plein de processus sympas qui apparaissent dans d'autres branches des probabilités, qui sont très intéressants pour eux-mêmes, qui apparaissent dans ce modèle. Donc ça, c'est dans le cas croissance-fragmentation des cartes. Et pour les arbres, en fait, pareil, pour l'arbre brownien, vous pouvez dire, je prends un point uniformément au hasard dans l'arbre brownien, je fais ma fragmentation de l'arbre brownien, et je ne regarde que la taille de la composante qui contient ce point uniforme. Et bien là, vous allez avoir en fait un processus spectralement négatif, un demi-stable, conditionné à mourir continuellement en zéro. C'est un résultat de Uribe Bravo. Donc il y a certaines un peu comme ça similarités entre la fragmentation de l'arbre brownien et de ce cadre croissance-fragmentation des cartes. Voilà, donc ça c'était notre premier travail pour les triangulations à bord. Après, avec aussi Timothy, on a étendu ces résultats à d'autres familles de cartes qui sont essentiellement les cartes duales des cartes stables de Le Gall-Mirmont. Dans les cartes de Le Gall-Mirmont, les faces ont des grands degrés, régis en gros par des quantités stables. Et donc nous on prend leur dual, ce qui nous fait des cartes avec des grands degrés. Voilà une simulation de Timothy d'une grande carte à bord avec des sommets de grands degrés. Ici, les sommets de grands degrés sont rouges. Et donc ici, si vous faites vos lignes de niveau, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un sommet qui a un grand degré? Tout de suite au niveau d'après, vous gagnez plein de sommets. Donc ici, dans ce modèle-là, en fait, les processus vont aussi avoir des sauts positifs. Donc vous allez gagner de la masse instantanément. Avant, dans le cadre brownien, on pouvait croître, mais on ne croissait que continuellement. On avait des sauts négatifs qui représentaient un peu les dislocations, quoi, les U, là, enfin les selles de cheval, quand vous avez des trucs... Voilà, là, quand vous remontez comme ça, ici, vous avez une fragmentation. Et ici, vous allez aussi avoir des sauts positifs dus au fait qu'il y a des sommets de très grand degré. Et dans ce cas, on arrive aussi à calculer explicitement cet exposant kappa du processus de croissance-fragmentation qui apparaît. C'est pour vous dire on peut tout à fait explicitement calculer des choses. Et on a aussi un lien avec des processus stables très intéressants. Voilà, donc ça c'était toujours en partant d'une triangulation ou d'une carte à bord P. Et ça, on a fait ça parce qu'à la limite, vous allez avoir un processus qui part de 1. Donc ça, c'est plus facile à étudier qu'un processus qui part de 0 et qui est conditionné à vivre un temps assez long.
Donc ça ouvre la voie à pas mal d'autres questions, donc en particulier Jean Berthoin, Nicolas Curien et Armand Riera sont en train d'étendre tout ça à un cadre plus général, où aussi on peut partir de zéro, où finalement on va prendre juste une carte, pas forcément à bord, de très grande taille. Voilà, et donc ça nécessite de comprendre comment faire partir les processus à la limite de zéro, comment obtenir des théorèmes limites pour des conditionnements assez compliqués. Et enfin une autre extension, un peu liée aux travaux de Bénédicte Haas, Grégory Bermond et Robin Stephenson que j'ai mentionné. Donc là je pose la question dans un cadre très vaste. Donc finalement, si je vous donne une croissance fragmentation, est-ce qu'il y a une surface aléatoire dont les lignes de niveau sont cette croissance fragmentation? Oui. Vous pouvez nous dire un peu plus sur l'hypergéométrique Lévi-Strauss? Oui. Alors, donc en fait, les processus de Lévy hypergéométriques, essentiellement, sont des classes de processus de Lévy très particulières où les mesures de Lévy sont en gros des fonctions hypergéométriques. Donc on appelle ça des processus de Lévy hypergéométriques parce que dans toutes les fonctions qui caractérisent ces processus de Lévy, il va y avoir des fonctions hypergéométriques qui apparaissent. Donc c'est une classe qui apparaît dans l'étude des processus de Lévy dans différents contextes. Et on peut aussi voir pas mal de formules explicites. Il y a aussi des propriétés structurelles assez riches qui sont vérifiées. Donc il y a des gens qui étudient spécifiquement ces processus dans cette classe. Hop. Voilà, donc une question assez vaste. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention.